Formule 1, le triomphe d'Alain Prost, premier Grand Prix de la saison, première victoire totale au Brésil il y a 10 minutes à peine. Pâques célébrée dans le monde entier, à Rome, Jean-Paul II a adressé un message strictement religieux à tous les chrétiens. Congrès de SOS Racisme près de Paris, les potes font 6 propositions aux candidats à l'élection présidentielle. Une journée supplémentaire de détention pour Marcel Fontaine, Jean-Paul Kaufmann, Marcel Carton. Les otages français au Liban n'ont toujours pas été libérés. Bonsoir. Pâques, grande fête chrétienne. Pâques célébrée ce matin à Rome sur la place Saint-Pierre devant 150 000 pèlerins. Jean-Paul II a délivré son message pascal, un message retransmis par la télévision à plus d'1 milliard de téléspectateurs. Le message de Jean-Paul II était strictement religieux, mais le souverain pontife a prié pour, je cite, l'humanité ravagée par la violence et la mort. Le Saint-Père a souhaité bonne fête de Pâques en 52 langues, puis il a donné sa bénédiction Urbi et Orbi. Et benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descendat super vos et maneat semper. La ferveur religieuse de tous ces pèlerins sur la place Saint-Pierre est peut-être un signe du renouveau de la foi catholique. Il semble que ce renouveau se fasse sentir aussi en France. Les baptêmes des adultes dans la foi catholique, des baptêmes de plus en plus nombreux, en témoignent. Pour ces fêtes de Pâques, le nombre de ces baptêmes a triplé en 10 ans. Reportage, Jeanne Lagier, Claude Barnier. Chaque année, dans la nuit de Pâques, les adultes sont baptisés. Ils sont 150 cette année dans le seul diocèse de Paris. Ces nouveaux convertis sont d'origine athée, bouddhiste, musulmane ou même juive. Vous savez, le christianisme et le catholicisme, surtout quand on est né dans une famille juive athée et intellectuelle, c'est considéré comme un synonyme de bêtise. Ce qui m'a amené à me convertir, c'est la lecture des évangiles. Après avoir abordé ces textes avec l'envie de les démonter et de les démythifier et de les démolir de A à Z, le moment où on se dit mais ce n'est pas possible que ces textes soient faux, parce que la vérité qu'ils expriment, c'est la vérité qui est au fond de moi. Et alors à ce moment-là, on dit à Dieu, Seigneur, est-ce que c'est vrai? Est-ce que tu existes? Et c'est Dieu à ce moment-là. C'est le métier de Dieu que de venir vous répondre à cette question. Pourquoi avez-vous tellement envie d'être baptisé? Sincèrement, je ne l'explique pas. C'est un désir qui est vraiment très fort, qui est très au-delà de moi. Je pense qu'il est surnaturel, il vient de Dieu, il me dépasse. Ceci dit, la plus grosse révélation que j'ai eue dans la prière à ce moment-là, c'était Dieu existait, et plus fort que tout, il m'aimait, moi. Il était capable de m'aimer, moi, personnellement. Mais la foi ne suffit pas pour obtenir le baptême. Il faut s'y préparer de longs mois dans la communauté chrétienne et présenter sa candidature au cardinal Lustiger, qui, lors de la cérémonie de l'appel, accueille chaque nouveau converti. Votre conversion vous amène à vivre en chrétien. Qu'est-ce que ça change dans la vie quotidienne? J'étais très enfermé dans la vanité, très emporté, très violent. Et je crois que vraiment, je n'aimais pas mon semblable. Je ne l'aime pas. Et c'est quelque chose de très difficile qu'aimer son semblable. Le baptême, c'est la délivrance. Dans certains pays, la foi n'est jamais très loin de la politique, ou inversement. C'est le cas de la Pologne. Au moment des fêtes de Pâques, ce rapprochement est particulièrement sensible. Même si les traditions séculaires sont largement respectées, les préoccupations politiques ne sont pas loin. Reportage, Jacques Merlino, Pierre Lepetit.
C'est une vieille coutume que respectent les Polonais pour les fêtes de Pâques. Entre le jour de la mort du Christ et celui de sa résurrection, ils viennent en foule dans les églises faire bénir quelques aliments symboliques. Dans ces petits paniers, un œuf, un morceau de pain, un saucisson, parfois un bout de fromage, le menu de ce qui est ici un repas de fête. Toute la journée, les prêtres se relaient de 10 minutes en 10 minutes et bénissent ainsi des centaines et des centaines de ces petits paniers typiquement polonais. Les fidèles vont ensuite se recueillir devant la tombe du Christ, gardée ici par une délégation de pompiers. Cela se passait hier dans un petit village à une centaine de kilomètres de Varsovie. Mais dans la capitale, où l'on observait le même rite avec la même ferveur, la cérémonie prenait parfois une dimension plus politique. À Saint-Stanislas, par exemple, l'ancienne paroisse du père Papilouchko, on remarquait sur le corps du Christ un calicot sur lequel était écrit « Résurrection », mais avec le graphisme si célèbre de Solidarność. Et quand on regardait au fond des paniers, on découvrait parfois des œufs de Pâques portant carrément le nom du syndicat clandestin. Une manière, comme une autre, de marquer son engagement. En Israël aussi, Pâques a été célébré. N'oublions pas que Pâques est aussi une fête juive, mais a été célébrée dans un climat d'extrême tension dans les territoires occupés. En moins d'une semaine, 17 Palestiniens ont trouvé la mort, dont 2 ce dimanche. Les affrontements n'ont pas cessé pendant toute cette période de Pâques. Là aussi, pourtant, les traditions ont été respectées. Charles Anderlin à Jérusalem. À 6 heures ce matin, le patriarche latin, Monseigneur Michel Sabah, arrive au Saint-Sépulcre. Nommé il y a quelques mois par Jean-Paul II, il est le premier arabe chrétien à occuper cette fonction. Son homélie est consacrée au soulèvement palestinien. Nous avons uni nos souffrances et celles de notre peuple palestinien à celles du Christ. Autour du Saint-Sépulcre, des hommes souffrent, chacun doit accepter ses responsabilités dans la solution qui viendra de Dieu et des hommes. Les Arabes chrétiens participent au mouvement palestinien. Cette manifestation s'est déroulée ce matin à Beit Sachour, au sud de Jérusalem. Et à Bethléem, l'atmosphère était tendue. Un manifestant a été tué ici, au cours d'un accrochage hier. De nombreuses familles israéliennes considèrent cette situation avec une inquiétude toute particulière. Des dizaines de milliers de soldats du contingent et des réservistes sont déployés face aux Palestiniens. La Pâque juive a commencé vendredi. Les miettes de levain ont été brûlées. Pendant 7 jours, le pain azim est obligatoirement sur toutes les tables, symbole de la sortie d'Égypte. Le soir, ce fut le Seder, le repas pascal. La controverse sur l'avenir des territoires et les négociations éventuelles a laissé la place à l'histoire biblique. Le secrétaire d'État américain George Shultz était ce matin à Rome, sur la place Saint-Pierre, pour la bénédiction papale. Il avait d'ailleurs rencontré hier le Saint-Père. George Shultz est arrivé tout à l'heure à Jérusalem. C'est la première étape d'une tournée de la dernière chance. M. Shultz veut faire adopter le plan de paix américain. S'il ne réussit pas, la situation risque d'être bloquée pour un moment en raison des élections en Israël et aux États-Unis. J'ajoute que l'OLP a réaffirmé ce dimanche son rejet du plan de paix américain au Moyen-Orient. Et puis d'autre part, le président du Conseil israélien, Isaac Shamir, s'est montré tout à fait sceptique sur les chances de ce plan de paix américain s'il ne présente pas des propositions nouvelles. Dernier chapitre de ce mini-tour du monde des célébrations pascales, le sud de l'Italie, où l'on découvre avec surprise que la fête religieuse rejoint parfois la fête païenne. En Calabre, à la pointe de l'Italie, au bout de la botte, quelques villages célèbrent encore la fête pascale d'une manière, vous allez le voir, tout à fait étonnante. Reportage, Marcel Tria. C'est leur trésor commun. Une pietà napolitaine du XVIIe siècle qu'ils vont promener du haut en bas du village avec d'infinies précautions. Comme une reine. Mais une reine familière, complice des petits soucis et des grandes peines de toute une année. Pâques, l'anniversaire du sacrifice du Christ, mais aussi la fête du passage, le salut à l'hiver qui se retire du monde. Samedi saint à Nocera, un village de Calabre qui s'accroche à la montagne comme un olivier. La dévotion ici, c'est la vie même. 6 églises et 6 prêtres pour 5000 habitants qui vivent de la culture des olives et de la vigne et aussi depuis quelques années du tourisme. Au premier rang de la procession, côte à côte avec le curé, le maire communiste.
C'est plus qu'une procession religieuse. Il y a un aspect religieux prédominant, mais il y a aussi un autre aspect important. C'est la participation des gens à la fête, qui est vraiment une fête. Parmi les porteurs attitrés de la Pietà, un homme tranquille, Giovanni, 47 ans, ouvrier décorateur. Tout à coup, il s'éclipse. Il est 10 h du matin environ, la fête bascule. Les Vatiennes, ceux qui se frappent, s'emparent brusquement de la rue. Ils sont cette année une quarantaine, une tradition vieille de 400 ans au moins. Pour certains, une survivance des flagellants du XIIe siècle, pour d'autres, un vestige des antiques fêtes de l'équinoxe, un hommage à la déesse de la terre. Le chardon, une sorte de bouchon de tonneau recouvert de cire, enchâssé dans la cire, 13 tessons de verre. Accompagné d'un jeune homme lié à lui par une corde, l'Ecce-Homo, qui est censé représenter le Christ, le Vatiente va parcourir le village au pas de course en suivant le trajet de la procession, mais sans s'y intégrer. De loin en loin, il imprime sa marque avec son sang, tandis qu'un accompagnateur fait couler du vin rouge sur les plaies. Giovanni est Vatiente depuis plus de 20 ans. C'est un vœu à cause de mon fils. Mais pour quelle raison? Il était malade et maintenant il va bien. Pour remercier la Vierge des douleurs. Une manière de rendre grâce à la Vierge jugée peu catholique par l'Église officielle, qui tenta plusieurs fois, avec l'aide des carabiniers, d'interdire les Pâques sanglantes de Nocera. Ces Vatientes étaient peu nombreux. Le seul résultat de l'intervention de l'Église, ça a été d'augmenter leur nombre. Sang du Christ, offrant sa souffrance aux hommes, sang de la vie qui va renaître avec le printemps, à chacun sa fête de Pâques. Mais pour tous le même désir, franchir ensemble le passage. L'Éthiopie, la guerre et la famine, une trilogie qui dure maintenant depuis plus de 10 ans. Mais le régime éthiopien doit faire face en ce moment à la plus grave menace de ces 10 dernières années. Le pays est ravagé par la guerre. De nouveau, il se trouve menacé par la famine. Thierry Calmette. 7 millions d'Éthiopiens à nouveau menacés par la famine, mais l'aide alimentaire se trouve déjà sur place. Par exemple, 54 millions de tonnes de céréales envoyées par la CE. Pour les acheminer, des centaines de camions chargés à bloc. La plupart n'atteignent jamais leur destination. Les convois tombent dans des embuscades tendues par les rebelles nationalistes d'Érythrée et du Tigré. Ils contrôlent plusieurs routes principales menant vers le nord du pays. Les organisations occidentales interrogent. Pas de soldats pour servir de cible, alors pourquoi attaquer les camions et brûler la nourriture? Les rebelles indépendantistes et marxistes se battent depuis 27 ans contre le pouvoir central d'Addis Abeba. Ces derniers jours, ils ont remporté des victoires importantes contre les forces gouvernementales. Tant que les organisations humanitaires enverront de la nourriture, nous pouvons être certains que le gouvernement éthiopien donnera d'abord cette nourriture aux militaires. Le président Mengistu, pro-soviétique, a annoncé, je cite, une bataille décisive contre les bandits armés. Au même moment, à Genève, la Croix-Rouge lance un appel aux combattants afin que des routes de survie soient ouvertes. Cette crise est la plus grave depuis 10 ans. Des milliers de tués et de blessés dans les combats et des millions de civils et de réfugiés au bord de la famine. Une guerre fratricide qui affame ce qu'elle est censée libérer. En bref, encore dans la guerre Iran-Irak, l'Irak affirme avoir pris le contrôle de toutes les bases de la guérilla kourde. D'autre part, dans la guerre des villes, les missiles que l'un ou l'autre pays envoie sur les villes adverses, dans cette guerre, la trêve semble à peu près respectée. En Afghanistan, Alain Guillot est en bonne santé. Le chargé d'affaires français à Kaboul a pu rencontrer le journaliste condamné à 10 ans de prison en janvier dernier. Le chargé d'affaires a remis à Alain Guillot des colis et du courrier. Il n'avait pas rencontré le journaliste depuis plus d'1 mois. En France, d'abord cette explosion qui a eu lieu ce matin en banlieue parisienne. C'est à Ville-d'Avray que cet immeuble a été dévasté par une explosion de gaz. 1 mort et une quinzaine de blessés, dont 1 gravement. Un bilan qui aurait pu être beaucoup plus lourd si l'explosion avait eu lieu un autre jour que ce dimanche de Pâques. La plupart des habitants de l'immeuble étaient partis pour les vacances. Mais je vous le disais, une jeune fille a été écrasée sous les décombres. SOS Racisme s'adresse aux candidats à la présidence de la République, bien sûr. 6 propositions faites par SOS Racisme au cours de son congrès. Des propositions portant aussi bien sur le code de la nationalité, bien sûr, que sur le logement ou sur l'éducation, par exemple. C'était le 2e congrès de l'association, tout ce week-end, à Noisiel, en Seine-et-Marne. Isabelle Bechler, Franck Brisset.
Période stratégique que cette campagne électorale pour SOS Racisme. C'est le moment que les 400 délégués ont choisi pour interpeller les candidats à l'élection présidentielle. Les militants et les juristes ont élaboré de véritables propositions de loi sur 6 thèmes essentiels. Il nous semble qu'il est grand temps de passer à une véritable loi qui garantisse à tous les étrangers qui vivent en France le droit de vote aux élections locales. Si l'intégration des immigrés selon ce congrès passe aussi par la fin des logements ghettos, par des efforts en faveur des enfants immigrés à l'école, par la modification du code de la nationalité ou par l'amélioration des relations avec la police et la justice, c'est le droit de vote qui est au cœur du débat. Mes parents sont arrivés en France il y a 30 ans, se sont mariés en France, mon père a travaillé en France et aujourd'hui il est en retraite et donc je veux dire pendant toutes ces années il a travaillé, il a payé ses impôts, il a payé son loyer mais il n'a jamais rien pu décider, on a toujours décidé pour lui. Et ça, je trouve que c'est une aberration. Autre revendication, l'abrogation de la loi Pasqua sur les expulsions, mais surtout une vraie possibilité de recours pour les étrangers expulsables. Si la France est vraiment le berceau du droit de l'homme, nous demandons à ce qu'il y ait des juridictions spécialisées à la manière du Conseil de prud'homme pour juger le problème d'immigration. Car en fait, nous reconnaissons que les étrangers n'ont pas les mêmes droits que les citoyens, mais au moins en attendant qu'on nous reconnaisse au moins les droits de l'homme. Fin du congrès demain, les militants de l'antiracisme vont annoncer leur plan d'action, meeting, rassemblement sur le terrain et concert pour cette fin de campagne. Activité normale dans la Manche, il faut dire qu'en ce dimanche de Pâques, entre les départs et les retours, le trafic transmanche était faible aujourd'hui. Hier, je vous le rappelle, les marins français ont cessé la grève, un conflit qui durait depuis 17 jours parce que les marins craignent la concurrence du tunnel sous la Manche. Mais ce conflit dans les ports du Nord n'est qu'un des problèmes de l'activité portuaire en France. Depuis quelques années, en effet, les ports sont en difficulté. Un problème qui mérite d'être examiné de près car l'activité portuaire reflète toujours assez fidèlement l'activité économique d'un pays. Reportage au Havre, Jean-Pierre Métivé, Frédéric Basile. Un port comme le Havre, comme n'importe quel grand port, c'est la température de la France. Si un port marche bien, si les ports marchent, c'est que la France marche. Jackie Leroy, 53 ans, l'un des 600 dockers du Havre qui, par accord, viennent de quitter leur emploi. Une chute brutale d'un quart des effectifs. Le seul moyen d'éviter le chômage qui touchait à tour de rôle un docker sur 3. En limitant le taux d'inemploi, tout le monde pouvait retravailler. L'ensemble des effectifs restants pouvaient prétendre travailler, comment dirais-je, peut-être pas tous les jours, mais suffisamment pour pouvoir vivre un peu plus confortablement. C'est la mécanisation qui pousse les dockers. Leur syndicat a signé d'autres accords de réduction d'effectifs à Dunkerque, Rouen, Nantes, Bordeaux. Au total, 2000 dockers en moins. Le plus étonnant, tout s'est passé sans un jour de grève, excepté à Marseille. Résultat, une baisse des coûts de manutention, mais qui ne suffit pas. La crise des ports français ne se résume pas au problème des dockers. Il serait tellement facile, là comme ailleurs, de désigner le mouton noir, comme disent les Anglais, un responsable de tout. Mais en fait, ceci tient à beaucoup d'habitudes, de façons de travailler qui ont été prises dans des périodes qui étaient plus fastes et qui se révèlent nécessaires de changer maintenant. Mauvaise habitude, ne pas avoir compris que le trafic avait changé. En 10 ans, le Havre a perdu 40 millions de tonnes de trafic pétrolier. La réponse, les conteneurs, d'énormes boîtes en fer où prennent place les marchandises du monde entier. Une nouvelle technique où l'avance des concurrents Anvers et Rotterdam est considérable. Au prix d'investissements gigantesques, le Havre comble son retard, mais tous les ports français ne pourront peut-être pas en faire autant. J'estime que l'État doit concentrer ses efforts sur un nombre très limité de ports. Nous allons vers 2 ou 3 très grands ports, disons, de place européenne, qui pourront lutter, en ce qui concerne Marseille par exemple, avec Barcelone et Gênes, et en ce qui concerne Le Havre et Dunkerque, avec les grands ports du Nord. Signe de cette priorité accordée aux ports, le dernier plan autoroutier. Il prévoit de nouveaux raccordements pour la façade maritime. Le Havre a ainsi son autoroute depuis 2 ans. Les baigneurs de Deauville, eux, l'avaient depuis 15 ans.
Trêve politique complètement respectée ce dimanche de Pâques. Les candidats se reposent avant la dernière ligne droite. L'élection présidentielle, c'est dans 3 semaines exactement. Et oui, sachez simplement que Jacques Chirac est rentré à Paris tout à l'heure à l'issue d'une tournée électorale dans les départements d'outre-mer et que Lionel Jospin tout de même a déclaré à la radio Pacifique FM que ce n'était pas un problème en soi si François Mitterrand, une fois réélu, choisissait un Premier ministre hors du Parti socialiste. C'était donc ce que disait Lionel Jospin. L'événement du week-end, il était plutôt culturel. C'était juste au centre de la France, dans la ville de Bourges. C'est le 12e printemps de Bourges qui a ouvert vendredi pour 10 jours. C'est le grand rendez-vous annuel de toutes les musiques. Toute vedette qui se respecte se doit de passer par le Berry cette semaine. Hier soir, c'était le triomphe de Michel Jonas. C'était aussi l'anniversaire de Gainsbourg. C'est 60 ans. En ce moment même, Gainsbourg est sur scène pour chanter. La chronique du printemps de Bourges, Jean-Jacques Dufour et Claude Sicard. Côté vedette confirmée, la journée d'hier fut un triomphe pour Michel Jonas. 2 concerts et à chaque fois la foule debout pour l'acclamer. Ça te porte quoi. Puis ça te donne effectivement la force qui est nécessaire et puis qui pourrait te manquer si ça se passait pas comme ça. J'étais content, il y avait l'ange qui veillait. Mais Bourges, c'est aussi l'occasion de découvrir de nouveaux talents, comme par exemple Marcel Crado, un groupe des environs d'Aix-en-Provence. Si t'es seul, si t'as soif, il y a toujours Lily. Dans la salle, à l'affût, le directeur de l'Olympia. Vous les engageriez éventuellement à l'Olympia? Pourquoi pas, mais bon, il faut les engager dans en première partie. Naturellement, ils ne sont pas encore aptes à remplir des salles, mais en tout cas, au point de vue qualité scénique, je pense qu'ils sont aptes à se présenter en public, dans les scènes parisiennes. Un style très séduisant qui fait penser à Paolo Conte. Oh, Paolo Conte. Eh bien, si je veux, non pas ressembler à quelqu'un, mais ressentir quelqu'un, c'est bien Paolo Conte, et donc je suis bien content. Toujours parmi les jeunes qui montent, les Vengeurs Masqués of Paris. Tendance rock, rap, funk, le tout sur le mode Marx Brothers, la preuve. Disons qu'au début, on a tenu à garder l'anonymat, ça a bien marché parce que personne ne nous connaissait. Malheureusement pour leur anonymat, ils sont passés à Bourges l'année dernière. En fait, depuis le printemps de Bourges, il y a eu de la publicité de fait à notre insu et des gens sont venus dans la salle et du coup ils en ont parlé, c'était foutu, quoi. On a tout gâché l'année dernière et puis suite à ça, on s'est dit finalement, continuons dans cette voie. On a fait La Cigale en première partie de Michel Jonas et puis là, on passe de nouveau au printemps de Bourges. Ma chanson finit comme ça. Blacouda, Blacouda, Blacouda. Crado et les Vengeurs, 2 groupes à suivre. Le sport et la formidable victoire d'Alain Prost au Grand Prix du Brésil. Je vous le disais en titre, premier Grand Prix de la saison et triomphe total pour le champion français sur sa McLaren. Prost a été en tête du premier au dernier virage. Le deuxième, c'est l'Autrichien Berger sur la Ferrari. Jean Mamère. Ayrton Senna fait signe qu'il a calé, signe du destin pour le Brésilien. Le premier se retrouve le dernier pour le deuxième départ. Rien ni personne cette fois ne pourra l'enrayer. Alain Prost se retrouve en première ligne aux côtés de Nigel Mansell, occasion inespérée dont il profite immédiatement pour prendre la tête du Grand Prix et ne plus la quitter. Il devance dans l'ordre Mansell, Berger et Piquet. La course, elle, se passe derrière désormais. Boutsen sur sa Benetton à moteur atmosphérique est le seul à pouvoir suivre le rythme imposé par les turbos. Quant à Ayrton Senna, il accomplit un véritable exploit. Après 17 tours de course, il double Nelson Piquet pour prendre la 4e place. Et même peu après la 3e, après l'abandon du malheureux Nigel Mansell sur ennui mécanique et un long arrêt à son stand. Et puis Senna prendra même la 2e après l'arrêt au stand de Gerhard Berger et de sa Ferrari. Mais la belle aventure cesse pour le Brésilien lorsque le drapeau noir lui intime l'ordre de rentrer. Il s'exécute et abandonne la mort dans l'âme. McLaren ne fera donc pas le doublé mais l'emportera grâce à Alain Prost. 5e victoire pour Prost Brésil, record absolu. Victoire tirée par les cheveux, il tombe en panne sèche juste après la ligne, mais il a le triomphe modeste malgré tout. Honnêtement, il faut dire que c'est surtout grâce à mon équipe, parce que qui peut faire des voitures toutes nouvelles, une semaine ou 15 jours avant, qui finit une semaine ou 15 jours avant le premier Grand Prix, et qui est capable de gagner, qui a aussi bien la performance que la fiabilité. Je trouve ça fantastique, surtout grâce à eux que j'ai gagné. Premier Grand Prix, première victoire, c'est donc bien parti pour le Français dans le championnat 88.
Voici d'autres résultats sportifs que je vous rappelle si vous êtes arrivé trop tard pour Stade 2. Aux 24 heures du Mans Moto, victoire de Honda qui aura mené de bout en bout, 3e victoire consécutive, avec cette fois l'équipage français composé d'Alex Vieira, de Christophe Boueben et de Jean-Michel Mattioli. Deuxième, une Kawasaki. Dans le Tour de France, le Tour de Flandre cycliste, victoire du Belge Eddy Planckaert, il a battu au sprint l'Australien Phil Anderson. Voilà, il y avait un tiercé aujourd'hui, c'était dans une très belle course, le prix du président de la République, c'est à Auteuil bien sûr. Voici l'arrivée de cette course, le premier à passer la ligne sera Perceval, le 411, Pastoura, deuxième 401, Kibler, troisième 412, donc le tiercé 11, As 12. Le quatrième, c'est Ratabour pour le Quartet Plus. Voilà ce que ça donne. 11, As, 12 et 8. Je vous laisse lire les rapports qui ne sont pas très élevés sur ce tableau. Demain, il y a un autre tiercé pour le lundi de Pâques. C'est à Longchamp. Longchamp, c'est synonyme de printemps quand la saison ouvre à Longchamp. Alors voici les pronostics de Pierrette Bresse pour ce tiercé Quartet Plus, bien sûr, à Longchamp. Le 2, le 10, l'As, le 3, le 5, le 6, le 7 et le 9. Pour terminer, la danse sportive, voilà. Difficile à dire s'il s'agit de chorégraphie ou de compétition sportive, justement. Eh bien, ce qui est sûr, en tout cas, c'est que c'était un véritable spectacle. C'était ce week-end au Stade Coubertin à Paris, les internationaux de France. Delphine Delasselle, Yann Jikel. Regardez bien. Ici, on se prépare très sérieusement. Dans quelques instants, ils vont s'élancer sur la piste. Quelles que soient les apparences, il s'agit bien d'une compétition. Elle a ses critères de sélection, ceux de la danse sportive. D'abord technique de pied, technique de corps, interprétation musicale. Et ensuite, pour les départager, si tout ça c'est bien, l'élégance, le rythme, le choix des chorégraphies. Valse, tango, rumba ou cha-cha-cha, il n'y a pas vraiment d'âge pour les paillettes et le corps à corps. J'ai 14 ans et elle a 12 ans. Ça fait combien de temps que vous faites ça? 8 ans. Les aficionados, souvent parents des danseurs, sont venus de Suède, d'Angleterre ou d'Allemagne, crier leur enthousiasme et leurs encouragements. Cette compétition est très importante en France, pas encore très connue à l'étranger, quoique les Allemands, les Japonais, les Anglais, les Danois y participent ce week-end. Et je pense que dans les années à venir, elle prendra une très très grande importance. Pas besoin de s'appeler Katarinavit ou Baryshnikov pour entrer dans la danse. Ils sont parfois professionnels, le plus souvent secrétaires, étudiants ou coiffeurs. Et pourtant, ce qu'il faut de travail et de discipline pour parvenir à une telle perfection, ils ne sont que quelques milliers en France à le savoir. Voilà, vous n'avez plus qu'à en faire autant. Fin de cette édition. Dans un instant, la météo de José Blanc-Lapierre qui annonce, vous allez le voir, du soleil sur la moitié nord de la France. Le dernier journal, ce sera vers 23h40 avec un dossier sur la publicité à la télévision, vaste sujet. Cette dernière édition sera présentée par Philippe Lefebvre. Excellente soirée sur Antenne 2. À demain.